j'espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous soyez présents aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de notre podcast. Si jamais vous avez manqué le dernier épisode avec Mathieu Rousseau, n'hésitez pas à aller le visionner. Notre invitée aujourd'hui est Madame Labriski. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté, là, et c'est vraiment, vraiment gentil. On est super contente d'avoir l'opportunité d'enregistrer un podcast avec vous aujourd'hui. Yay! On va commencer par faire un petit survol de vos activités et de votre parcours pour ceux qui le connaîtraient un peu moins. Tout d'abord, il faut savoir que vous avez plusieurs chapeaux, donc vraiment beaucoup, notamment celui de marathonienne. Vous avez participé à plusieurs marathons, dont celui de Boston en 2008 et celui de Chicago en 2012, auquel vous avez eu un bon résultat, je pense. Oui, Chicago, je l'ai fait 2012 et 2019. Ah, 2019, OK. Oui, mais Chicago, c'est un marathon qui a changé ma vie. Boston aussi, là. Le marathon point a changé ma vie. Mais la participation en 2012, là, il y a eu des déclics qui s'est passé dans ma tête face aux possibilités qu'on avait tous en dedans de nous autres. Ah oui, dans quel sens? En fait, en 2012, tu sais, il faut savoir, Boston, je l'ai fait en 2008. Il faut se qualifier pour aller à Boston. Il faut se qualifier sur mon premier marathon. Il fallait 3h40. J'ai fait 3h39,59. Et là là! Je pensais faire un marathon puis arrêter. Mais là, j'étais qualifiée pour Boston. Non, mon Dieu, je vais vivre Boston. J'ai fait Boston. À Boston, c'est fou raide à Boston. La Terre arrête de tourner. Les gens vivent pour ça. Et là, à Boston, j'ai vécu quelque chose que, tu sais, j'ai toujours rêvé de devenir une athlète professionnelle. Je ne suis pas devenue pour plein de raisons. Moi, j'étais une patineuse artistique. Mais là, ça me faisait vivre cette folie-là là, du sport. Puis à Boston, là, sur les 42 km, il y a des gens. Tu sais, les gens arrivent de partout sur la planète. Et là, j'ai fait, moi, je vais faire le plus grand marathon au monde. C'était Boston, New York, Chicago, Berlin, Londres. Puis là, il s'est rajouté Tokyo. Fait que ça en fait 6. C'est là qu'il y a quelque chose de fou qui a commencé. Puis là, j'avais fait mon premier marathon. Là, je fais Boston, mon temps baisse. Après ça, je fais New York, mon temps baisse encore. Là, j'ai eu un enfant. Puis, tu sais, je me faisais dire, quand tu as un enfant, c'est plus pareil après. Et moi, je ne l'acceptais pas. Je me suis dit, non, ça ne change rien d'avoir un enfant. Et même si j'avais un travail dans une entreprise de service, puis je suis devenue une maman, là, je rêvais de faire 3h15. À l'époque, mon meilleur temps était 3h18. Puis je m'étais dit, si je fais 3h15, ça va être extraordinaire. Puis je me suis entraînée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait des concessions, mais à Chicago, cette année-là, j'ai fait 3h08. Puis je faisais 3h15. J'ai terminé première québécoise. Et là, c'est là que pour moi, j'ai eu le déclic de peu importe ce que tu veux, Myriam, identifie ce que tu veux, qui tu veux devenir, quel legs tu veux laisser à la société, et peu importe ce que c'est, va le chercher. Travaille pour ça tous les jours, puis arrête d'avoir peur. Et puis ça a vraiment eu ce déclic-là parce que un mois après, j'ai mis mon blog en ligne. C'est Galette dont tout le monde parle. Personne n'en parlait, mais j'ai osé appeler ça comme ça. Et de fil en aiguille, bien, là, Mme Labriski s'est rendue une entreprise, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ce marathon-là a marqué ma vie sur mes capacités. J'ai rien de plus que les autres, là. Je veux dire, j'ai juste fait mes entraînements, même quand ça ne me tentait pas. Ça a dicté comme beaucoup ma vie, mais ça m'a permis de m'apercevoir à quel point l'être humain, on possède des aptitudes incroyables. C'est là ça aussi qui m'a montré le chemin de l'entrepreneuriat parce que moi, j'arrive pas de l'alimentation, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas boulangère, je ne suis pas pâtissière, je suis une femme de communication. Puis j'ai créé ça pour répondre, l'univers de Mme Labriski, pour répondre à mes besoins à moi, de femme, de maman, d'athlète du dimanche. Après ça, ben là, on m'a jamais expliqué, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur non plus, mais j'ai compris que si on voulait vraiment quelque chose dans la vie, en travaillant fort, en ayant de la confiance en soi, ben les portes s'ouvrent. Puis il se passe des choses incroyables. Mais c'est vraiment le marathon. Il y a vraiment un parallèle sur fais ton entraînement tous les jours. Moi, malheureusement, quand j'étais à l'université, j'ai étudié à l'Université de Montréal puis au HEC. Je n'étais pas dans le club d'athlétisme. Là, avec le recul, je dis oh, j'aurais donc aimé ça! Mais tu sais, j'étais pas là du tout. C'était une époque où j'avais accroché mes patates puis je me cherchais un peu au niveau physique.
Mais la course à pied m'a démontré justement le chemin de l'entrepreneuriat, ou tout simplement le chemin de tu as un objectif, tu as une vision de qui tu aspires à être ou faire, ben c'est possible. Ouais, intéressant, vraiment. On a cru comprendre aussi que votre côté est peut-être un peu plus sportif, ça ne se limitait pas au marathon. Vous avez votre propre événement sportif, le méga relais Madame Labriskie. C'est bien ça? J'avais. Non. Mauvaise information. Mais en fait, il faut que j'enlève sur le site. Ben, on a fait 3 éditions, effectivement. C'était un événement à l'époque qui s'appelait, mais ça me fait plaisir d'en parler, c'est un événement qui s'appelait avant le relais extrême. Les commentaires de la pâte, puis on dit, tu vois ça intéressant, ça pourrait s'appeler le méga relais Madame Labriskie. En fait, j'ai fait changer le nom. Je voulais avoir une ouverture sur tous les bienfaits de la course à pied, puis c'est faire ça en équipe. On n'est pas obligé d'être des marathoniens. C'est extrême aussi de courir 42 km en 3 heures. Ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la capacité aussi. Moi, je crois qu'on possède tous des capacités incroyables, mais on est avec certaines aptitudes. Moi, j'ai certaines aptitudes physiques, mais je travaille très, très fort. Moi, je me lève le matin, je fais mes 5 minutes d'abdominaux. C'est le même. Mais le méga relais, on a eu une belle collaboration pendant 3 ans. C'était le méga relais Madame Labriskie. Et puis là, avec la COVID, en septembre dernier, malheureusement, l'événement n'a pas eu lieu. Moi, je suis en pleine aussi explosion. Je vais me concentrer sur mon entreprise. Fait que le méga relais est redevenu le relais extrême. Là, je pense qu'il s'appelle par contre juste méga relais. Mais ça va être un événement qui va se courir la nuit. Donc, on n'est plus associés. Ça a été une belle aventure. Mais ça aussi, ça fait partie de mon cheminement, de comprendre, à un moment donné, c'est beau être une athlète, c'est beau maintenir tout ça de front, mais ça se peut que pour un certain temps, je dois faire des choix. Fait que ça m'a fait mal, un petit peu mon cœur, mais j'ai dit, je vais laisser aller ça parce qu'il faut que je me concentre sur ce qui va me permettre vraiment de faire grossir Mme Labriskie, l'entreprise. Mais ça ne m'empêche pas, moi, en tant que femme, de courir, de faire des événements. Des fois, quand on s'éparpille trop, on comme revient un petit peu plus petit. Là. Oui, bien, des fois, c'est reculer pour mieux avancer. Oui, exactement. Ouais. À travers votre parcours, vous avez décidé à un certain moment que justement, vous vouliez changer le monde avec vos recettes. Puis au fil des années, votre carrière en entrepreneuriat prenait de plus en plus d'ampleur avec l'arrivée de votre blog, on en parlait tantôt, les conférences, puis la création de 21 grammes, votre agence de publicité. C'est déjà vraiment impressionnant, mais c'est pas tout. Vous avez aussi, votre entreprise a continué de grandir à travers tout ce que vous faites quand même, là, qui est, comme Émilie le disait, c'est beaucoup de chapeaux, c'est quand même impressionnant. Vos conférences sont devenues de plus en plus populaires. Puis pour vous avoir vu en conférence, je comprends pourquoi vous êtes très dynamique, puis c'est super intéressant tout ce que vous abordez comme sujet. Mais vous avez, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, commencé à publier vos livres qui sont aujourd'hui des best-sellers culinaires, qui sont vendus autant en français qu'en anglais. Vous avez même publié des romans jeunesse. Ouais. C'est fou quand même, là. Dans ton vie, à tout. Ouais. Et ça, les romans jeunesse, j'ai toujours rêvé de faire ça. Puis, à un moment donné, je me suis aperçue que moi, les gens qui cuisinent la brisky, c'est autant les enfants de 3 ans avec leur maman que les grands-mamans. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je pourrais créer un personnage mini Labriskie qui a les mêmes quêtes que Mme Labriskie. Donc, c'est une collection. En ce moment, il y a 2 tomes. C'est vraiment Mini Labriskie qui a la même mission que Mme Labriskie, c'est-à-dire contribuer à diminuer la surconsommation de sucre raffiné. Puis à travers ça, je passe des messages aux enfants aussi. Il y a beaucoup d'humour, évidemment. Moi, je suis de la génération, pas vous autres, mais moi, oui, Mary Poppins. Je pense que vous êtes plus dans Harry Potter, là. Mais j'adore J.K. Rowling, là, ma fille et moi, est dans Harry Potter. Moi aussi, je tripe, là. Fait que, mais tu sais, sur le potentiel, la confiance, fait que Mini Labriskie, c'est ça aussi. Puis les messages, tu sais, Mme Labriskie, c'est avant tout l'histoire d'une femme qui avait une vision. Au début, je vous le dis, les filles, personne ne croyait à ma vision. Personne. Je le voyais dans le regard des gens, puis ça me faisait mal, tu sais. C'est comme quand j'ai sorti mes premiers produits en épicerie, la purée de date. Il y a des gens qui me disaient, voyons, pourquoi tu vendrais de la purée de date? C'est facile à faire de la purée de date. Là, des fois, ça me décourageait. Mon chum me disait, voyons, Myriam, y en a-tu des pizzas déjà faites à l'épicerie? Oui. C'est facile à faire? Oui. Ben pourquoi y en vendre? Même chose. La sauce de spaghetti. Alors, moi, j'ai décidé, non, moi, je vais mettre un nouveau sucre sur le marché, déjà prêt. Un sucre naturel, qui est la purée de date. Mais tout ça pour dire que c'est avant tout l'histoire d'une femme
avec des convictions, qui décide de travailler fort pour changer, faire de sa vie un grand rêve et non pas rêver sa vie. Et dans Mini Labriski, parce que c'était ça le sujet dont on parlait, ben, j'arrive à passer mes messages de confiance en soi pour les enfants parce que moi, je trouve que, tu sais, moi, j'ai 43 ans, on m'a jamais vraiment valorisé dans mon parcours scolaire l'entrepreneuriat. Juste pour vous dire, les filles, là, tu sais, moi, en secondaire 5, en éducation choix de carrière, je voulais avoir le profil scientifique. Toutes mes amies avaient le profil scientifique et moi, dans ma tête, je l'avais parce que je voulais faire mes sciences pures. Mais le profil que ça m'avait donné, écoutez ça, c'était entrepreneur artiste en secondaire 5 et je le refusais. Je me disais non, non. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Je suis une entrepreneur artiste. Je trouve ça assez incroyable. Mais tu sais, je trouve que l'entrepreneuriat, l'effet de la confiance en soi, c'est super important. Ça devrait faire partie encore plus de notre éducation. Tu sais. Il y a des enfants qui grandissent, les parents sont là pour appuyer là-dessus, mais c'est pas vrai que tout le monde vient d'un milieu comme ça. Là. Tu sais, je sais, moi, je suis parent aujourd'hui, j'ai une fille de 10 ans, un garçon de 5 ans. Des fois, je suis à côté. Tu sais. Donc, on est souvent peut-être en mode survie, mais il y a tout un potentiel à inculquer aux enfants très jeunes sur l'effet que dans la vie, si on goûte quelque chose, ça se peut. Ils ont juste à y croire, à travailler fort, à prendre soin d'eux. Puis il y a des choses qui peuvent de magique qui arrivent dans la vie. Là. C'est que ça, c'est le parallèle à Madame Labriski. C'est l'univers de Mini Labriski. Puis je l'ai créé parce que j'ai répondu à une pulsion en dedans de mon cœur. J'ai déposé le projet, puis on m'a dit go. Ça peut-tu avoir un lien, mettons, avec le fait que, on sait que vous êtes maman de 2 enfants, mais est-ce que ça a comme... Est-ce que c'est venu chercher quelque chose en dedans de vous puis vous vous êtes dit, je veux comme les impliquer un petit peu là-dedans aussi? Ou c'est vraiment juste par rapport à votre public cible? Ben non, il y a un mélange là-dedans aussi. Tu sais, Mini Labriski, tome 1, c'est un mélange de moi et de ma fille. Dans le 2, mon garçon, quand je l'ai écrit, il était plus vieux. Oups, il y a des tu sais, ils peuvent se reconnaître. Quand je leur lis les livres, ils se reconnaissent. Tu sais. Fait que moi, c'était ça aussi, dans un optique aussi de montrer à mes enfants que oui, ça se peut, tu sais. Eux autres aussi, mais pas juste à mes enfants. C'est comme à tout le monde. Mais ça, c'est vraiment un aspect plus élargi chez Mme Labriski. D'accord. Puis vous l'avez dit un peu, là, au début, vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient vraiment en votre vision, votre entreprise, puis tout ça. Et pourtant, ça a quand même eu du succès parce que vous avez remporté plusieurs prix par rapport à votre entreprise. Ensuite, là, vous avez eu d'ailleurs le prix de Femme d'affaires de l'année dans la catégorie Nouvelle entrepreneur et Entrepreneur visionnaire de l'année en 2019. Puis en 2020, vous avez aussi remporté le prix de micro-entreprise de l'année. C'est quand même des prix là, qui doivent être vraiment valorisants. Là. Oui, en fait, ces prix-là m'ont confirmé que j'étais à ma place, que j'étais une entrepreneur. Je vais être bien honnête avec vous, les filles, avant que je sois une entrepreneur, je travaillais dans une entreprise de services comme concepteur-rédacteur et je voyais là, dans les échos, des fois, des nouvelles de l'industrie de gens qui remportaient des prix en entrepreneuriat, puis j'étais comme « Wow! » Et moi, ce qui est le fun, c'est que je suis tombée dedans, puis je me suis mis à remporter des prix. Oui, moi, en tant qu'entrepreneur, mais aussi mes produits, quand je les présente dans des concours d'innovation alimentaire, tous mes produits ont eu j'ai pas gagné, je suis pas sortie finie lauréate, mais j'ai terminé finaliste pour tous les produits. Fait que je me dis non, je suis à ma place, mais oui, c'est une belle petite tape dans le dos. Puis il faut pas penser que moi, j'ai la chance en ce moment, à chaque année, j'en remporte, mais faut pas penser que Mme Labriski prend ça pour acquis parce qu'elle se pense bien hot, tu sais. À chaque fois, c'est un « wow, OK, je continue, je suis à la bonne place ». C'est vraiment génial parce que les entrepreneurs, les gens ont multi-chapeaux, comme vous l'avez bien dit. Ça nous arrive, malgré tout, d'avoir un certain sentiment d'imposteur. Hein? C'est drôle parce que l'autre jour, je parlais avec ma fille à quel point je disais, elle s'appelle Antoinette. Antoinette, tu sais, quand maman, elle allait au primaire ou au secondaire, elle ne savait pas qu'elle deviendrait Mme Labriski. Je me suis créé mon propre travail. C'est ça qui est fou. Mais là, j'expliquais, moi, que c'était important qu'elle s'applique à l'école et qu'elle aille chercher des outils parce que c'est ce qu'elle pense qui ne va rien lui servir, ça va lui servir possiblement un jour. Là. Tout ça, mes messages, c'était juste, ben, fais ce que tu aimes vraiment. Puis moi, c'est ça, dans le fond, qui m'a toujours dicté dans mes choix de carrière. T'sais, même quand je voulais devenir une scientifique, là, j'ai même pas fait, je sais plus si ça s'appelle comme ça, là, sciences de la nature ou sciences pures.
Mais quand je suis rentrée au cégep, normalement, moi, c'est ça que j'allais faire. J'allais faire comme ma sœur. C'était écrit dans le ciel. J'avais toujours dit, je vais faire ça. Je suis arrivée au cégep, j'ai découvert un nouveau programme qui était du général, qui s'appelait Sciences de la parole. Puis j'ai décidé d'aller faire ça. C'était général comme sciences humaines ou sciences pures, mais c'était Sciences de la parole. Puis je suis tombée là-dessus, puis là, j'avais senti dans mon cœur, c'est toujours une énergie comme qui vient de mon cœur, qui fait « OK, c'est ça que je vais faire ». Fait que ça a commencé là. Fait que j'ai pas fait mes sciences pures finalement. Est-ce correct que les chemins des entrepreneurs sont tellement pas définis de ce que j'ai pu comprendre? Je pense qu'il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre. Non, puis jamais j'aurais pensé que je me mettrais à vendre des produits en épicerie, puis mais oui. Puis finalement, je travaille avec les usines avec qui je travaille. Je travaille avec les gens dans le service de développement, puis moi, j'arrive toujours, j'ai tout développé ça chez nous, là. Eux, ils passent leur journée en laboratoire, là. Mais c'est ça. J'ai mis beaucoup d'heures, beaucoup d'amour, je suis motivée, fait que j'arrive, puis pas besoin d'avoir. Tu sais, c'est important d'aller à l'école. Je dis pas que c'est pas important, c'est hyper important pour moi. Moi, mon discours avec mes enfants, ça va être va chercher ton diplôme, termine ta formation. Mais après ça, c'est ton attitude, c'est l'énergie que tu mets dans la vie qui fait que tu deviens qui tu deviens. Ça, c'est super important. C'est vraiment une vision qui est super intéressante à voir. Là, nous autres, avec les clubs entrepreneurs puis les conférences qu'on voit, on a tellement... Il y a des entrepreneurs qui pensent que l'éducation, ça aide pas nécessairement à partir en entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui pensent que c'est essentiel. Fait on voit comme un peu tous les côtés de la médaille, puis d'avoir les différentes visions, ben ça nous fait comme réaliser, je pense, qu'au final, c'est un peu comme vous dites, c'est plus l'attitude, puis l'énergie, puis la passion qu'on met dans les projets qui détermine si être en entrepreneuriat, c'est vraiment pour nous ou pas, puis moins l'éducation en soi. Ben oui, parce que si moi, j'ai été inspirée par, j'appelle ça les grands de ce monde. Par exemple, Guy Laliberté qui a créé le Cirque du Soleil. Si je ne me trompe pas, Guy Laliberté, il a le secondaire 5. T'sais. Moi, j'ai un deuxième cycle universitaire. Je suis devenue une publicitaire, ce qui m'a permis de me donner les outils pour créer ma propre marque. Mais beaucoup de personnes, des grands de ce monde que j'appelle, qui sont partis de rien, qui ont créé des empires, ils n'ont pas nécessairement étudié là-dedans. Ils n'ont pas nécessairement étudié dans le sujet qui est devenu leur passion. Mais moi, je crois que c'est important. Je fais partie de cette génération-là qui va toujours prôner. Moi, c'est ça, je vais dire à mes enfants, termine ta formation, mais ce que je leur dis surtout, c'est il faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. Il faut que tu fasses un choix pour toi qui vient du cœur. Madame Labriski, ça a été beaucoup de concessions, mais c'est un choix qui est venu du cœur. Il n'y a aucun aspect cartésien là-dedans. C'est venu du cœur, puis c'est ça ma pulsion. Dans mes conférences, je dis avec humour que j'ai été kidnappée avec E.T., mais c'est une façon de dire que c'est plus fort que moi d'aller plus loin, même s'il y a des journées que c'est difficile. Chez Mme Labriski, de l'extérieur, les gens ils pensent qu'on est plusieurs. Ben, au siège social, on est 2. Puis après ça, j'ai mes usines. Mais moi, j'ai 1 million de chapeaux, c'est vrai. Je suis la stratège, je suis la planificatrice, je suis la rédactrice, je suis celle qui va faire l'intégration, je suis celle qui va déterminer les prix. Je fais tout. Alors, il y a des affaires que j'aime moins. Hein? J'ai pensé le mois de février à revoir, parce que là, je m'en vais vers une expansion, puis à revoir les prix. Puis, tu sais, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, je veux créer, mais ça fait partie de ce que j'ai à faire. Donc, ça, c'est dans tout ce qu'on fait. Il y a toujours des choses qu'on aime moins. Mais l'important, c'est, j'appelle ça l'idée à haut niveau. Tu tripes sur ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que c'est. Puis c'est ça qui va faire... c'est l'énergie que tu y mets. C'est comme dans n'importe quoi. Mais clairement, toutes les tâches d'un entrepreneur ne sont pas palpitantes. Mettons, moi, la comptabilité. Ben, exact. Mais je pense que pour des gens créatifs comme vous, c'est sûr que ça va être un petit peu plus tannant des fois. Mais vous le faites bien, fait que ça fonctionne. Notre prochaine question est quand même basique. C'est comme la base. Mais on s'est demandé pourquoi vous avez choisi de bâtir votre entreprise autour justement comme du combat, là, autour du sucre raffiné. Ouais. En fait, premièrement, je ne savais pas que j'allais construire une entreprise, OK, au jour 1. Ouais. Ma vision était, depuis que je suis toute petite, j'aimais faire des gâteaux, j'aimais faire des biscuits. Ma mère me laissait faire des préparations à gâteaux, mettre du colorant partout. Et quand je suis devenue marathonienne, je me suis mis à avoir faim. Puis pour performer, je voulais bien manger, mais je devais être légère à la fois. Mais j'avais toujours faim.
Et je me suis mise à être frustrée de l'offre alimentaire. C'est venu vraiment pour répondre à un besoin de l'offre alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on prépare des galettes, par exemple, à l'avoine, aussi santé que bonne au goût? Souvent, quand c'était santé, vraiment, ça coûtait une fortune et c'était pas bon. Moi, j'ai dit, comment ça se fait? Pourquoi ça peut pas être bon aussi? Alors, c'est là que ça a commencé. J'étais vraiment dans une quête. Je voulais pas aussi, tu sais, les femmes, des fois, on a un sentiment, plus les femmes que les hommes, il y a certains hommes aussi, mais c'est majoritairement un comportement féminin. On a des comportements on a des sentiments de culpabilité. Puis je voulais travailler contre ça. Moi, ma soeur aînée, elle était anorexique à l'époque. Elle est rentrée, elle s'est fait hospitaliser. Elle mesurait 5 pieds 6, elle pesait 78 livres. Moi, c'était ma grande sœur. C'est là que j'ai commencé à lire énormément sur l'alimentation et tout ça. Et, tu sais, c'est fréquent, la femme, on va pas toujours le dire, mais les filles, oh non, j'aurais pas dû, puis là, je me sens mal. Puis, tu sais, ça, c'est merde. Je voulais me régaler. J'aime ça, les gâteaux. J'aime ça, les bars. Je vais en manger tous les jours. Je veux pas me sentir mal d'avoir mangé ça. Fait que pour moi, c'était de trouver une façon de créer des aliments bonheur. J'ai commencé avec les galettes, qui soient aussi saines que bonnes au goût. Puis dans mon congé de maternité en 2011, je n'ai fait que ça. J'étais dans une quête. J'étais frustrée. Je voulais pas cuisiner avec des édulcorants là, comme stevia et tout ça. Je me disais, non, ça goûte jamais bon. T'sais. Moi, je voulais arriver à faire des pâtisseries plaisir, gourmandes, saines, que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, puis surtout les hommes, qui souvent, ils ne croient pas que ça va être bon parce que c'est santé, ils trouveraient bon. Alors, c'est comme c'est venu. Puis là, ben, de fil en aiguille, après ça, je suis devenue encore plus frustrée parce qu'au début, je maîtrisais juste la galette. Puis plus ça va, plus je maîtrise tout ce qui tourne autour, je vais dire, des aliments plaisir. Mais c'est de là que c'est venu. Plus ça l'a été, après ça, je me suis mis à lire, à me constater. L'offre en épicerie, je suis devenue complètement frustrée. Je le suis encore. Parce qu'on se demande comment ça, après ça, il y a plein d'intolérances, pourquoi il y a des problèmes de poids et tout ça. Mais avez-vous vu ce qu'il y a dans les épiceries? Fait que c'est de là que c'est venu. Mais tu sais, au début, c'est pas je vais faire la guerre au sucre raffiné, c'était pas ça. Au début, c'était répondre à mon besoin à moi, me régaler, sans sentiment de culpabilité. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ah, ben c'est intéressant. J'avais même jamais vu ça de cette façon-là. Ouais. C'est intéressant. Fait que tu sais, j'ai pas cherché un concept qui va fonctionner, là. Moi, au début, pour vous dire, là, je me suis... je voyais à l'époque, là, parce que c'est quand même, ça fait 10 ans, mon blog, je l'ai sorti, je l'ai mis en ligne en 2012. Ça va bientôt faire 10 ans. Je m'étais inspirée des success stories américains. J'avais vu et lu le film et le livre Julie Julia, qui est une jeune fille de New York qui prend le livre de cuisine de Julia Child, une américaine reconnue, puis elle a fait toutes les recettes, puis elle a créé un blog, puis finalement, ils ont fait un film avec son histoire. Puis je me dis, ben, s'il y a des gens qui ont fait des choses comme ça, moi aussi, je suis capable. Ça a commencé comme ça. Je voulais écrire un livre, je voulais que ça devienne best-seller, mais ça, je ne choisis pas ça. Puis je m'étais dit, il faut que je crée un engouement. Fait que là, c'est la publicitaire. Je suis une publicitaire. Je maîtrisais la publicité. J'étais concepteur-rédacteur en agence. Je savais comment faire une expérience de marque forte. Alors, c'est ça que j'ai mis quand j'ai commencé mon blog. J'ai mis mon blog en ligne. Personne n'allait aller sur mon blog. J'ai créé les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a l'air évident. Mais là, 10 ans, là, c'était pas si le réflexe de tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux pour créer un engouement. Moi, j'ai voulu créer un dialogue. Ça fait que quand le livre est sorti, 4 ans plus tard, le premier livre, ben, le livre était attendu. J'avais créé un engouement, j'avais travaillé sur ma marque, il y avait un caractère de sympathie qui était là. Ah, ben, en ce moment, on trouve ça évident. On est comme, ben oui, c'est sûr. Ben oui. C'est un blog des réseaux sociaux, mais c'est sûr que quand on retourne, vous le disant, c'était vraiment pas aussi populaire puis aussi commun là, que ça peut l'être en ce moment. Non. Puis là, on est dans un autre virage avec, tu sais, Instagram puis TikTok, là. Tu sais, là, c'est une autre affaire. Puis tu vois, là, moi, je fais oui, mais non. Oui, mais non, parce que je trouve que ça devient malsain de tout le temps là-dessus, tout le temps. Dans le fond, c'est moi qui crée mes contenus. Facebook, Instagram, c'est pas tout à fait la même affaire. Tu sais, j'ai une entreprise, moi, à faire lever, là. Je peux pas passer ma vie à faire des petites vidéos puis des petites, une petite chorégraphie, puis tu sais, mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est ça qui pogne. Mais je trouve ça, par moment, je trouve que c'est complètement débile. Fait que je fais attention parce que ça devient des contenus aussi insipides. Tu sais, puis ça devient une drogue. Ouais, mais attends un peu, as-tu une valeur ajoutée, là? C'est-tu nécessaire de publier à tous les jours, faire une niaiserie tous les jours? Ça, c'est un autre combat. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Instagram, je suis embarquée plus tard. Instagram, je suis embarquée là-dessus en 2018, printemps 2018. Ça fait pas si longtemps. Je dirais de la tarte. Là, j'ai embarqué dessus.
fait comme le TikTok, tu sais, Ricardo, là, je sais pas si vous avez suivi ça, mais l'année passée, tu sais, Ricardo, éveil numérique, il embarque partout. Tu sais, puis lui, une grosse équipe, là, il est embarqué sur TikTok. Là, moi, c'est comme, hey, on se calme, les amis. Mais tu sais, je sais que c'est générationnel, puis chaque génération a ses plateformes sociales, on n'est pas sur la même, mais je trouve que ça devient, à un moment donné, sincèrement, c'est complètement débile parce que, tu sais, moi, si je regarde mon fil Instagram, là, c'est-à-dire, j'ai des affaires de course à pied, j'ai de la bouffe, puis des affaires d'entraînement. Mais là, si je me mets à regarder ça, là, c'est juste des filles qui se regardent avant, après, puis regardez, j'ai fait ça. Hey, attends un petit peu. Je trouve ça limite malsain pour vrai, tu sais. Ouais. Tout du virtuel, il y a du monde qui, tu sais, puis moi, la brisky, je lutte beaucoup pour ça. Tu sais, mes capsules, c'est moi dans ma cuisine. Des fois, je suis fatiguée. C'est la vraie vie. J'ai pas quelqu'un qui m'a maquillée, qui m'a placée. Puis pour moi, c'était important parce que c'est un non-dit, ça, mais je lutte contre ça aussi. Ce monde-là parfait qu'on nous fait miroiter, encore une fois, tu sais, les filles, on a une pression sociale des fois, tu sais, sur l'apparence. Tu sais, le maquillage, les ci puis les ça. Hey, j'ai pas le temps dans la vie, moi. Non. Ça paraît pas, mais je lutte aussi pour ça, tu sais, parce que, tu sais, je veux pas vendre. Pour moi, c'est créer une image accessible, ça représente les gens, c'est la vraie vie. Fait que c'est ça aussi, avoir confiance en soi, hein, au lieu de se cacher derrière une image parfaite, parce qu'on a une grosse équipe derrière, fait qu'on a l'image parfaite. Hey, c'est pas la vraie vie, tu sais. Fait que, il y a ça, puis moi, c'est important, cet aspect-là, là, de c'est la vraie vie. Ben oui, j'ai des rides qui ont poussé, ben oui, je travaille fort. C'est ça que ça fait, mais tu sais, c'est la vie. Hein? C'est un autre combat. Mais tu sais, ça vient avec la folie des réseaux sociaux, des plateformes sociales qui, en passant, ça, c'est ce que je trouve, c'est l'aspect négatif. Mais il y a un aspect excessivement positif à ça. Moi, c'est les plateformes sociales qui m'ont permis de me créer une petite notoriété. Alors, tout entrepreneur avec une grande idée a ça, semble injecter des milliers de dollars. C'est ça, c'est le côté positif. Après ça, il ne faut pas tomber dans l'abus de faire n'importe quoi juste pour avoir des likes. Tu sais, la brisky, mettons, j'ai 110 000 fans, tout est partout, un peu plus, mais c'est tous des fans de qualité. J'en ai pas qui ont liké juste pour avoir une affaire puis qui sont partis en courant après. Là. J'en ai pas de ça. Oui. Ça, c'est une grande fierté. Mais là, j'ai dérapé un peu, là, mais c'est un gros combat, je pense, en même temps, les plateformes sociales, puis les messages que ça apporte, puis le comportement, puis les messages, les marques, notre responsabilité face aux marques. T'sais. Même moi, dernièrement, j'avais pris une cadence, puis j'ai fait non, là, tu diminues. Là ça n'a aucun sens. Tu vas diminuer la cadence, tu mets du temps là-dedans, on se calme les gros nerfs. Je pense aussi qu'avec les réseaux sociaux, puis ça, c'est vraiment comme juste une opinion personnelle fondée sur absolument rien de scientifique, là. Mais je pense que c'est important aussi de prioriser les plateformes qui, selon le type d'entreprise, peut fonctionner le mieux, puis selon le public cible aussi, parce que c'est sûr que les personnes qui vont sur Facebook ou qui vont sur Instagram sont peut-être pas les mêmes qui vont sur Facebook, sur TikTok. Fait que, dépendamment le type d'entreprise, peut-être que TikTok n'est pas nécessairement un must pour toutes les entreprises, puis pour d'autres, ça peut être un outil vraiment intéressant. Là. Oui, oui, effectivement. Fait que moi, je ne vais pas sur TikTok. C'est bon, c'est parfait. Si jamais vous vous mettez à faire des danses, vous nous le direz. Ouais, mais tu sais, je trouverais ça drôle, là. C'est un choix. On en a parlé un peu à travers votre présentation puis tout ça, là, puis ça, je pense que c'est revenu quand même souvent que vous disiez que tous les choix, ou en tout cas beaucoup de choix que vous avez faits par rapport à votre entreprise, vous les aviez faits plus pour vous que pour d'autres personnes. Puis, je trouve ça vraiment intéressant de voir que votre entreprise, ça vient d'un besoin que vous vouliez combler pour vous, puis qu'après ça a comme été un besoin aussi qui finalement était associé à plein d'autres personnes. Mais à travers cette démarche-là, puis aussi tout ce que vous avez parlé par rapport au marathon, tout ce que ça vous a fait passer, il y a quand même un petit aspect là, dépassement de soi qu'il y a aussi, là, puis ça semble être quelque chose qui est quand même important pour vous. Là. Oui. En fait, effectivement, ça, c'est une des bébites de Mme Lambrisky, je pense. Puis c'est lié à quelque chose. T'sais. Moi, je vais être bien franchement avec vous. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans.
parce que mes parents s'étaient séparés, parce que ma mère là, était enseignante, mais là, elle ne travaillait pas. Je faisais du passage artistique, je voulais continuer, fait que je suis devenue camelot. Quand je suis devenue camelot à l'âge de 11 ans, moi, j'avais des entraînements à 6 heures. Mais je sortais de la patinoire, il était 9 heures. Fait que je ne pouvais pas aller passer mes journaux, passer 9 heures. Fait que je passais mes journaux avant 6 heures, parce qu'à 6 heures, j'étais sur la glace. Et il y a eu, c'était une période, j'avais 11 ans, là. C'était une période décisive dans ma vie parce que j'ai compris le sens de la phrase « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Mes clients de l'époque en revenaient pas à quel point ils étaient contents, eux, d'avoir leur journée. Ils savaient qu'ils se levaient puis le journal était rentré. T'sais. Il n'y avait pas un camelot qui, des fois, le passait à 10 heures. J'étais constante. Et là, moi, j'avais compris un volet là-dedans dans la vie que, bon, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais je vous disais ça, moi, quand j'étais justement enfant, j'ai commencé à travailler à l'âge d'11 ans. Ça veut dire que oui, je vais payer mon patin, mais je commence à payer à 11 ans la moitié de tous mes vêtements parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, je suis très travaillante. Ça vient aussi, ce volet-là de dépassement de soi. Je suis capable de vous dire que ça vient d'une blessure, en fait, les filles. J'ai vu aussi des choses autour de moi. Ma mère perd son emploi, se chercher. Moi, je n'accepte pas. J'ai de la difficulté avec tous ceux et celles qui s'assoient sur leurs compétences. Tous ceux et celles qui ne font pas des efforts dans la vie pour avoir une vie extraordinaire. C'est facile de se mettre sur le ralenti. C'est facile. Tu sais, l'année passée, là, quand Puis je ne juge pas, là, je jase avec vous autres. T'sais. Le gouvernement a offert la PUC, la prestation, là, puis il y en a plein qui sont embarqués là-dessus. Il y avait des emplois partout. T'sais. Mais les gens aimaient mieux être là-dessus pour avoir, je vais dire, 100 $ de plus par semaine qu'aller travailler. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout leur temps, ces gens-là? Mais moi, j'ai de la misère avec ça, les filles. Donc, moi, je suis j'ai besoin de savoir. En fait, je crois qu'on est toutes sur la Terre. Puis là, je suis ésotérique, là. Ouah! Sur la Terre, pour réaliser de grandes choses, j'en suis persuadée. Je crois qu'on est tous un athlète olympique de quelque chose. Il faut trouver son quelque chose. Ça peut être face aux arts, ça peut être face aux sciences, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être en tant que parent ou grands-parents. Mais on possède tous un talent immense, incroyable. C'est à nous de se décider de se forcer dans la vie. Ça, il y a du monde qui ne se force pas. Moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que moi, ça vient, tu sais, la course à pied aussi m'a permis de me centrer. J'avais des épisodes d'angoisse, rien d'excessif, mais j'avais des épisodes d'angoisse. On est plein à avoir des épisodes d'angoisse pour différentes raisons. Puis moi, la course à pied m'a permis de me sentir mieux, m'a permis de me sentir groundée dans la vie. Puis tout ça vient du fait de « wow, je suis capable de faire ça », tu sais. Oui, des fois, j'aurais pu prendre un verre de vin avec mes amis, mais j'avais un entraînement, puis j'y allais. Puis après ça, je me sentais tellement bien. Puis oui, j'ai peut-être manqué 3, 4, 5, 6, 5 à 7. Hey, mais j'ai réalisé un marathon qui m'a permis de me dépasser puis de m'apercevoir que j'ai des capacités incroyables. Permis de m'apercevoir que ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est complètement fou. Parce que l'être humain, j'ai compris ça aussi, s'auto-sabote, se fait à croire qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Alors qu'on possède tous un potentiel incroyable. Il faut ouvrir la valve puis y croire, puis faire des efforts. Au début, là, c'est comme la course à pied, c'est dur. C'est dur. Mais c'est en le faisant, puis en se donnant des chances des fois de se reposer quand on n'a pas le goût, en se donnant la chance de ne pas filer une journée, en se pardonnant, mais en regardant à l'horizon, puis en regardant toujours dans la même direction, qu'il se passe des choses incroyables. Fait il y a une place pour moi dans le dépassement de soi, mais ça ne veut pas dire de courir un marathon ou de faire un Ironman et être tout le temps le meilleur dans tout. Ça veut dire pas s'asseoir sur ses lauriers. Ça veut dire d'écouter ce qui se passe dans notre cœur, parce qu'on peut tous devenir et faire des choses extraordinaires. Ça vient de là. Et moi, c'est mon dépassement de soi à moi. Est-ce que mon chum, ça fait 16 ans que je suis avec, puis le père de mes enfants est comme ça? La réponse est non. C'est pas extrême, mais tout ce qu'il fait, il fait bien. On a chacun notre façon de se dépasser. Pas obligé d'être super extrême, mais moi, je trouve ça triste, les gens qui s'assoient sur leur potentiel, qui s'assoient sur leur laurier. C'est facile d'avoir une défaite, tu sais. Moi, j'aurais pu dire, je viens pas d'un milieu aisé. Ouais, puis t'as pas la vie de tes parents. Peu importe d'où tu viens, t'es capable. Tu sais, moi, à l'époque, tu sais, j'ai embarqué quand j'ai fait mon université, c'est pré-bourse. Puis après, tu sais, moi, j'ai fait un bac en communication puis un DSS en communication marketing au HEC. J'ai fini mes études. Oui, j'ai fait une dette d'études de 25 000 $. Mais j'ai commencé à travailler. Et dès ma première paye, je me suis mise à rembourser ma bourse d'études. J'ai fait mes études. J'étais allée à l'université. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne me suis pas arrêtée. C'est facile
trouver une défaite. Comme c'est facile de se dire, ah ben non, je n'irais pas courir, là, je suis un peu fatiguée. Ben oui, mais si tu devais faire 5 km, tu peux peut-être aller faire 3 km. Là, ça va te sentir mieux que, oh non, tu sais, c'est facile. C'est facile de ne pas se forcer. Fait que j'ai de la misère avec ça. Moi, je pense que le dépassement de soi au quotidien, c'est une hygiène de vie. De dire, je meurs dans la vie, je me force, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de chiller. C'est pas ça que ça veut dire. C'est de l'équilibre, mais oui, pour moi, il y a le dépassement de soi. Les gens qui prennent toujours la voie facile, sans effort, j'ai de la difficulté avec ça. Je trouve qu'ils passent à côté de quelque chose d'incroyable pour eux. Tu sais, c'est pas nécessairement financier, là, c'est pour le bien-être, c'est pour se réaliser. Tu sais, comme moi, je vous disais, la course à pied, là, je ne savais pas à quel point ça changerait ma vie. Mais ça a changé ma vie du tout. Là. Mais je trouve ça vient vraiment comme me chercher ce que vous dites. Je trouve que, mettons, je me reconnais un peu là-dedans. Je trouve ça vraiment, vraiment fou. Puis est-ce que vous pensez que c'est un peu ça, votre conception du dépassement de soi, puis le fait que vous avez toujours travaillé vraiment fort toute votre vie pour arriver où est-ce que vous en êtes, que ça vous permet d'avoir en fait tous les chapeaux que vous avez présentement, puis quand même d'être capable de maintenir un certain équilibre parce que vous savez quoi faire au bon moment pour y arriver? C'est une bonne question. L'équilibre de vie, c'est un grand combat. Je vais être honnête avec vous, dans les 5 dernières années, mon bébé Adrien a 5 ans. 5 à 6 jours par semaine, je me levais à 4 heures du matin pour faire ma journée. Il y a eu des concessions. Je suis dans une quête, là, moi, à travers tout ça, d'apprendre à doser au niveau de mon équilibre parce que je sais que c'est super important. Moi, j'ai compris aussi que dans toute grande personne, tous ceux qui tu sais, exemple, nos athlètes qui vont aux Jeux olympiques, là, ils en font des concessions. Hein? C'est pas toujours équilibré leur affaire. Fait que tous ceux qui font des choses de façon extrême, je sais qu'il y a une petite envers de médaille. C'est juste qu'il ne faut pas rester là-dedans tout le temps à l'année. À un moment donné, c'est comme il faut se rééquilibrer, tu sais. Comme là, par exemple, depuis janvier, là, j'étais dans une période extrême. Je me levais tout le temps à 4 heures du matin. À un moment donné, je me suis levée à 3 heures. Ça n'a pas de bon sens. Là, 2 semaines, j'ai comme éclaté. J'ai fait un live, puis je me suis aperçue un dimanche. Je me suis aperçue à quel point j'avais de l'air fatiguée. Mais là, depuis ce temps-là, pendant les 30 prochains jours, j'ai un deal avec mon chum. J'ai pas le droit de me lever à 4 heures du matin. J'ai pas le droit de me lever à 5 heures non plus. C'est là que tu dors. Ça fait partie de l'équilibre, tu sais. Mais je pense que pour arriver à faire des grandes choses, il y a toujours un volet grande chose, en guillemets, extrême, mais il faut arriver à retrouver son équilibre après. Mais je fais encore le parallèle aux athlètes olympiques. Ces gens-là ont fait des concessions fous. Ils vont vivre cette expérience-là incroyable. Après ça, c'est un ralentissement. C'est pour l'équilibre. Puis moi, ce que j'ai développé, pour répondre à ta question, autant de chapeaux, autant de projets, je ne connais pas la procrastination. J'ai pas le temps de procrastiner. Je procrastine pas ben. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journées où je suis moins rapide que d'autres, mais tu sais, j'ai développé cette capacité-là de faire les affaires vite et bien. Je dis souvent que, même si je suis marathonienne, mon plus grand muscle, c'est mon muscle à idée. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, je veux dire, j'ai 43 ans. Je veux dire, je ne travaillais pas vite comme ça aussi efficacement en début de carrière. Tu sais, là, j'ai mon bagage qui fait, mais sur des aspects, je suis plus lente, là. On s'entend? Mais il y a ça aussi, la procrastination, je ne connais pas ça. Mon horaire ne me le permet pas. J'ai ce que j'ai à faire. J'ai des choses à faire, je dois le faire. Ça vient aussi avec ça. Ça, c'est une belle qualité, ne pas connaître la procrastination. C'est comme le syndrome de la page blanche. Je ne connais pas ça non plus, tu sais. On parle de ça des fois. Je sais pas, j'ai le syndrome de la page blanche, j'ai pas d'idée. Moi, je crois pas à ça non plus. Quand tu n'as pas d'idée, écris n'importe quoi sur une feuille, concentre-toi. Moi, je crois à ça. 10 minutes après, c'est parti, là. Tu sais, c'est une façon cachée qu'on procrastine, le syndrome de la page blanche. On oublie ça, les amis, là. Ben, justement, dans le fond, ça a un lien, puis pas. Mais on aurait comme un dernier sujet avant de passer à notre fameux segment à jeu. Mais tu sais, par rapport à ça, là, vous dites que vous travaillez très fort, mais on sait que vous êtes une femme en affaires. Est-ce que vous pensez, mettons, que justement, vous travaillez fort pour faire votre place ou vous travaillez fort juste parce que c'est dans votre nature? T'sais, avez-vous déjà rencontré, mettons, des obstacles par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que vous avez dû travailler plus fort, mettons? Si j'aurais dû travailler plus fort? Ben, si vous deviez, en étant une femme en affaires, ou si votre place est faite comme naturellement? Je ne le savais pas que je créais ça, moi. C'est pas une joke.
Ouais, Je suis travaillante. J'ai toujours été travaillante. J'étais au primaire, j'étais travaillante. On va se dire les vraies affaires, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. J'ai toujours été comme une petite nerd cachée. J'étais une nerd. J'ai toujours étudié, en donnant un peu plus que le client en voulait, que le professeur en voulait. En ce moment, on vit le confinement. Les gens ne respectent pas les règles. Moi, j'en reviens pas. Moi, mon chum, on a tout respecté. J'en reviens pas du comportement de la société. Puis c'est à travers, dans la dernière année, que j'ai fait, ben voyons donc. Puis je me suis mis à comprendre des choses quand j'étais au primaire et au secondaire. Mon comportement à l'école, je respectais les règles. J'étais travaillante. J'ai jamais... Mais je me suis rendu compte de ça cette année, en lien avec le comportement de la société versus moi, comment j'ai toujours été. J'ai respecté les règles. Je fais ce qu'on me demande de livrer. Je ne tourne pas les cours en rond. Puis j'ai appris en course à pied, si tu veux devenir meilleur, fais toujours une rep de plus que tout le monde. Cours 10 minutes de plus que tout le monde à l'entraînement. Tu vas avoir plus d'énergie lors de ton événement. Mais c'est la même chose au travail aussi. Moi, je voulais me faire une place dans mon industrie. Mais tu ne peux pas te contenter du minimum. Tu dois toujours en faire un peu plus. En faire un peu plus est devenu comme mon standard. J'ai toujours été travaillante. Donc, je suis comme ça. Parce que j'aime ce que je fais dans la vie. J'ai pas l'impression de travailler. J'adore ce que je fais. Ça vient encore une fois, c'est un choix qui vient du cœur. Quand j'étais enfant, pour moi, on allait à l'école, on nous donnait des devoirs. J'ai toujours étudié parce qu'il y avait un examen, il y avait des contrôles le vendredi. Moi, j'étudiais, j'étais prête. C'est aussi simple comme ça. J'ai comme été programmée comme ça, je suis comme ça. Je respecte en ce moment les règles de la santé publique. Puis, je suis bien surprise du comportement de la société en ce moment. T'sais. On récolte ce que l'on sème dans la vie. Hein? Et ça, c'est dans tout. Puis, justement, là, par rapport à ça, dans le fond, je parlais beaucoup de la femme en affaires. Là. Vous donnez beaucoup. Est-ce que vous avez déjà senti, mettons, des obstacles par rapport au fait que vous êtes une femme ou zéro? Parce que c'est vraiment pas tous les entrepreneurs qui ont comme un chemin difficile dû au fait que ce sont des femmes. Tu sais, ça arrive, mais... J'ai comme créé un aura chez Mme Labriski qui défonce mes portes avant moi. Mon aura, mon énergie, ma réputation m'ouvre une porte avant moi, qui fait que là, par rapport à ce que j'ai construit, quand je lève le petit doigt, quand je lève la main, en général, la porte s'ouvre. Puis ça, c'est pourquoi? Parce que j'ai appuyé sur clou plusieurs fois. Fait que, tu sais, j'ai créé ça. Fait que le fait que je sois une femme, je te dirais que c'est moi, en tant que femme, qui a pris un certain temps avant de comprendre que j'avais tout en moi. Parce que ça demeure. Tu sais, il y a plus d'hommes en affaires, puis même si j'ai gagné des prix en entrepreneuriat, c'était moi face à moi. Moi face à je suis vraiment en train de construire tout ça. C'est au niveau de ma confiance. Moi, en tant que femme, à un moment donné, j'ai eu un associé homme que j'ai racheté. Dans ma tête, au début, j'avais besoin de cet homme-là. Et je vous annonce, les filles, que c'était faux. Parce que j'étais bien plus travaillante que cet homme-là. Puis lui, j'ai racheté ses parts parce que je trouvais que moi, j'étais dans ma barque, puis je ramais. Puis lui, il était assis en arrière, puis il prenait son café, sa bière, puis il profitait. J'ai fait... Tu vas être dans l'aventure, Labriski, tu pagais avec la madame. Et ça a été un gros constat pour moi, de ma confiance en moi. Moi, il faut dire que j'ai grandi, mes parents se sont séparés, j'étais au primaire, j'ai grandi avec ma soeur et ma mère, donc dans un milieu de femmes. Fait que moi, c'était ma confiance face à moi. Mais je crois qu'on arrive en 2021, puis les femmes, il faut surtout gagner confiance en nous-mêmes, encore plus. Parce que oui, les femmes, on peut souvent faire plusieurs choses en même temps. Et ça nous appartient. Puis c'est vraiment de la confiance. C'est ça. Moi, j'ai appris, malgré que j'avais gagné des prix, là, à un moment donné, c'est des choses qui sont en nous. Et non, tu as tout ce qu'il faut. Être en affaires, c'est beaucoup aussi avoir de l'intuition, avoir de la confiance, se faire confiance, avoir vendre ce que l'on fait, en être convaincu. Puis s'il y a une chose où je suis convaincue, puis je suis une excellente vendeuse, c'est pour vendre mes choses. Il n'y a personne qui m'arrive à ma cheville pour vendre mes choses. Là. Ça, je l'ai compris. C'est vraiment intéressant comme point de vue.
Si vous êtes d'accord, on passerait peut-être au segment jeu. Let's go! C'est bon. Vous avez en tête d'entrer dans votre univers culinaire. Donc, on vous donnerait un moment ou une catégorie. Puis, vous pourrez tenter d'y associer une recette ou un repas. Est-ce que ça vous tente? Oui. OK, super. Donc, on va commencer avec le premier. Ce serait un repas de votre enfance. Puis là, il faut que je l'associe à un de mes affaires? Oui, d'abord un repas de votre enfance. C'est celle-là que vous étiez bien excitée. OK, mais ça a-tu un lien avec mes recettes à moi ou non? Ça peut comme ça peut pas. C'est vraiment comme le repas là, qui vous rendait bien de bonne humeur. Quand j'étais petite, là, j'aimais manger des nouilles chinoises. Et aujourd'hui, j'ai aucun intérêt pour ça. OK. Moi, j'en ai beaucoup, je dois avouer. On passera à un classique, puis quelque chose qui devrait quand même être facile. Mettons, présentement, ce serait quoi votre repas préféré ou votre recette préférée? Je mangerais toujours asiatique, mais pas des nouilles chinoises. OK. Les rouleaux du printemps, tout ce qui est, tu sais, les grillades asiatiques, les rouleaux du printemps. Moi, je mangerais ça tout le temps, là, tout le temps. Je trouve qu'ils l'ont l'affaire. Les rouleaux du printemps, là, c'est comme des sandwichs, là. Mais tu sais, fraîches, j'adore ça. Mais pas les frits, là. Vraiment, tu sais, les rouleaux du printemps qui sont pas frits, là, la feuille de riz que tu roules, là. Moi, je mangerais ça. Je me roulerais là-dedans. Puis, mettons, au contraire, là, un repas qui vous a toujours dégoûté. Ou un aliment. C'est quelque chose que vous pouvez juste pas. Ben moi, je déteste les condiments, premièrement. Là. Ketchup, moutarde, mayonnaise, pas capable. Je veux dire, pas capable. Là. Genre, soit sur moi de la moutarde, là, je vais crier au meurtre. Je déteste ça. Ouais. Ah non, c'est abominable. Là. Quand tu sais, manger des hot dogs, des hamburgers, c'est normal. Moi, je mange mes affaires à moi. Là. Je me bouche le nez tellement que je trouve que l'odeur, je suis pas capable. Ah non, ça m'écoeure. Mais sinon, outre les condiments, là, exemple, on me sert un cassoulet, là. Ça va être des haricots blancs, du canard puis de la saucisse. Je suis comme ça, où les légumes verts? Moi, non, ça marche pas. Puis mon chum, dans sa famille, il adore, c'est français, un cassoulet. Il adore ces choses-là. Moi, je suis comme, ben voyons donc, là. On s'en va pas boucher pendant une semaine. Fait que, je vais le manger, là. Mais tu sais, sont où mes légumes verts? Notre prochaine question, ça serait, est-ce que vous avez un repas fétiche avant ou après un marathon, quelque chose que vous mangez tout le temps? Oui. Ça serait quoi? Oui, ben la journée avant, comme bien des sportifs, je suis un peu superstitieuse. En course à pied, en marathon, on fait souvent une surcharge en glucogène. Donc, ça, c'est la journée avant. Moi, je me clenche une batch totale de moignons d'ourson. Au demi-heure, je mange une galette moignons d'ourson. Ça, c'est comme une pâte d'ours, là. Le soir, avant un marathon, c'est un spaghetti, sauce tomate, avec des boulettes de viande. Et le matin du marathon, c'est un bagel avec un peu de beurre d'arachide puis une banane. Tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Et après, est-ce que vous avez un repas que vous mangez tout le temps ou c'est... Ouais? Ben, ça dépend là, dans quelle ville je suis puis c'est quoi les restos qu'on trouve et tout ça. Là. Mais tu sais, moi, avant un marathon, je vais être 5 jours avant, je coupe malheureusement presque tous les légumes parce que je veux diminuer la quantité de fibres là, pour pas avoir la va-vite. Fait après un marathon, il m'en faut. Fait après un marathon, j'aime bien un steak avec des brocolis puis quelques frites. OK. Ah, c'est comme une belle récompense, on dirait. Oui. Ça me donne quasiment le goût de devenir marathonienne. Donc, non, les gens, ils pensent que je suis végétalienne ou végane, mais pas en tout. Ah non? Bon. Loin de là. Je mange du steak. L'avant-dernière catégorie, ce serait le summum de la luxure en alimentation, selon vous. Oh! Bonne question. Écoute, moi, il y a une affaire que je comprends pas des fois. Là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de ma tante Yvette, 1er avril. Écoutez. On souhaite bonne fête. Dans ma famille, là, mettons, on va souper chez elle, là. Même ma mère a fait ça. Là. Ils font 3-4 desserts. J'avoue que moi aussi, quand je reçois, quand on n'est pas en pandémie. Mais là, ils mettent, tu sais, dans l'assiette, là, tu sais, 4 portions de chaque dessert, plus de la crème glacée, plus du coulis. Puis là, mon chum peut manger son assiette puis en demander encore. Puis moi, je fais, mais je comprends pas.
Puis là, c'est plein de rempli de sucre raffiné, là. C'est pas du Labriski, là. Ça, je comprends pas. Tant qu'à ça, manger une portion par jour, fine. Mais là, tout en même temps, je comprends pas. C'est de l'illogisme pour moi. C'est comme... Fait que ça, là, c'est comme, ben voyons donc, c'est incompréhensible. Fait que je presse pour ma paroisse, évidemment. Je sais que c'est bon, là. T'sais, mais ça, c'est un non-sens pour moi, mais vraiment un non-sens. Un non-sens. Un non-sens, c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai sorti une bûche à Noël. C'était la première bûche sans sucre raffiné ajouté. Là, je suis devenue obsédée, là. Les bûches sur le marché, là, c'est tout, excusez-moi, mais c'est de la cochonnerie, là. Fait que là, je me suis... Tu sais, il faut faire attention pour ne pas retomber dans l'orthorexie, tu sais, ceux qui capotent trop sur ce qu'ils mangent, là. Et moi, c'est une question d'équilibre. Tu sais, moi, je suis pour le dessert à tous les jours, le midi, le soir. C'est une question, après ça, c'est quoi ton dessert, tu sais? Fait que tarte au sucre avec chou à la crème, puis du brownies, puis genre une tarte au bleuet avec de la crème glacée, avec un coulis de framboise, tout ça dans la même assiette, là. Je trouve ça un peu too much. Il y a des limites à un moment donné à la lecture. Oui. Puis, mettons, dans ce cas-là, là, notre dernière catégorie, ça vient un peu rejoindre ça. Ça serait quoi votre plaisir coupable? La crème glacée. Ouais? Quelle saveur, mettons? Ah, chocolat double brownies, là. OK, le gros kit, là. En fait, vraiment crème glacée. Et moi, je mange pas de produits laitiers parce que ça me donne beaucoup de maux de ventre. Fait que je mange de la crème glacée maintenant, tu sais, à base de, mettons, de lait d'avoine ou lait d'amande ou lait de soya, que je trouve délicieuse. Mais tu sais, c'est plate parce que, exemple, je peux pas arrêter au McDo me prendre une molle. Quand toute ma famille prend une molle, moi, je prends une bouteille d'eau. Ah! Ça, je trouve ça plate, mais la crème glacée, mon Dieu, c'est tellement bon, de la crème glacée, tu sais. Puis oui, je suis très chocolat, mais tu sais, n'importe quelle crème glacée, là... Mais tu sais, la crème glacée au jujube, moins, là. Mon garçon est là-dedans en ce moment-là. Moins, mais tu sais, au chocolat, double chocolat. Mais une bonne crème glacée à la vanille aussi, ça fait un job. La crème glacée. C'est vrai que c'est un bon classique. Oui. Ben, écoutez, pour nous, c'est ce qui conclurait le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Comment vous avez trouvé ça? Ben, c'est super. Moi, en passant, je vous félicite d'avoir osé dire on s'essaie-tu. Puis je trouve que les gens dans la vie n'osent pas assez. Puis moi-même, des fois, je me dis, Myriam, pourquoi t'as pas osé telle affaire? T'sais? Fait que ça, je vous félicite parce que c'est super. C'est pour ça que j'ai accepté de dire oui, je vais prendre le temps avec les filles parce que c'est comme wow. C'est le secret dans la vie, les filles, c'est de demander. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans le futur, à quoi on peut s'attendre pour Mme Labriski? Ah, on m'a posé la question ce matin aussi. Ben moi, c'est pas compliqué. Là. Je veux marquer l'histoire culinaire québécoise. J'espère qu'un jour, on va se souvenir de Mme Labriski, de la femme qui a fait la révolution alimentaire, parce que lorsqu'on prend le mot révolution puis on enlève le R, on se retrouve avec évolution. Je souhaite devenir, j'irai possiblement pas au dragon en tant que marque, mais je souhaite devenir une dragonne pour faire un transfert de savoir. Je trouve ça fascinant. Puis, tu sais, je souhaite qu'il y ait des produits Mme Labriski dans chaque allée de l'épicerie parce que partout où il y a du sucre, il y en a partout. Ça pourrait avoir une version Mme Labriski. Évidemment, ben, être pan-canadien et que, comme j'ai un livre qui est sorti en France, ben, traverser aussi l'Atlantique, ça, c'est vraiment un rêve. Un accomplissement parce que je crois pas aux limites qu'on s'impose. Alors, pourquoi pas ouvrir la valve et d'être pan-canadien et dans la francophonie avant tout, parce que je suis vraiment fièrement francophone. And I have a hot potato in my mouth when I speak English, but it's okay, it's fine. Alors voilà, c'est ça. J'espère un jour devenir une dragonne. Je vais continuer à travailler fort pour pouvoir me rendre là et partager ma passion. Ben, c'est super. Et vous êtes bien partis, en tout cas. On va travailler fort. On peut vous retrouver sur votre site internet, madamelabriski.com, pour voir vos produits, les articles, puis plein de nouvelles qui sont disponibles et informations aussi sur votre site. On vous invite aussi à aller liker la page Facebook de Mme Labriski et de vous abonner à son compte Instagram. Puis, on peut aussi retrouver des recettes sur votre compte YouTube et votre page Pinterest. Yes. Pas sur TikTok, par contre. Non! Ou
pouvez également nous suivre, Garde au travail sur nos différents réseaux sociaux et vous abonner à notre podcast L'Immersion sur Spotify, Balado ou toute autre plateforme que vous utilisez. Au prochain épisode, nous recevons Sergio Ouellette, un auteur-compositeur-interprète avec qui nous discuterons de musique, d'écriture, de redonner au suivant et de la capacité à décrocher. Ce sera totalement différent, mais tout aussi intéressant. On se voit dans 2 semaines! Eh bien, merci encore énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de prendre du temps pour discuter avec nous. C'est extrêmement apprécié. C'est super, ça me fait plaisir. Bye bye! Bye bye! Je suis tellement contente! Moi aussi! Et pour vrai, tu sais, je l'avais vue en conférence, puis j'étais comme, mon Dieu, elle est donc bien dynamique, puis elle a tellement l'air gentille, puis c'est tellement pareil, juste comme en conversation, je trouve ça incroyable, puis on peut-tu juste souligner sa vision des choses, à quel point elle a fait du chemin par elle-même dans ses réflexions, puis à quel point ses comparaisons avec le sport, les athlètes olympiques, c'est tellement vrai, puis ça s'applique tellement bien. Moi, pour vrai, je tripe vraiment sur tout ce qu'elle a dit aujourd'hui. Je suis comme, je relate à tout. Puis, c'était bien intéressant. Je suis contente. Ouais. Ouais, c'était cool. Tu sais, souvent dans nos conférences, on voit que les entrepreneurs, ils nous disent identifier un besoin de la société puis créer une entreprise autour de ça. Mais elle s'en fout un peu de la société dans le sens que tout ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle, elle trouve qu'elle a un besoin puis qu'elle veut répondre à ses opinions ou à ses besoins à elle, puis comme elle réussit à le vendre à tout le monde. Je trouve que c'est une qualité incroyable de, tu sais, au lieu d'essayer de te mettre au centre, de mettre, mettons, la société au centre de ta vision, de se mettre soi-même au centre de sa vision, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Je trouve que dans le cheminement, ça fait un peu comme je vais faire les choses pour moi, puis si vous voulez embarquer, vous embarquerez. Ouais, mais tu sais, elle réussit tellement à bien le vendre. Tu sais, elle vend bien sa vision. Et même si tu n'es pas d'accord avec elle, elle va te parler, puis finalement, genre, tu vas vouloir investir dans l'entreprise quand elle va avoir fini. C'est fou, là.